Il y a une chose que les tireurs d'élite répètent tous, presque mot pour mot, la première fois qu'ils mettent la main sur ce fusil. Ça ne devrait pas être possible. 2000 cartouches dans le même canon, et la précision ne bouge pas d'1 millimètre. Un fusil de précision semi-automatique à piston, conçu par des Belges, qui redéfinit le sens même du mot fiabilité sur un champ de bataille. Voici l'histoire du FN SCAR 20S, l'arme que l'armée américaine a choisie, puis abandonnée, avant que les meilleures unités spéciales de la planète ne se battent pour l'avoir. Pendant des décennies, la logique dans le monde des fusils de précision semi-automatiques était simple et intouchable. Si tu veux de la précision, tu utilises un système à prélèvement direct de gaz. Les gaz propulseurs passent par un tube fin directement dans la culasse. Le canon reste presque libre, il vibre comme une corde de guitare, et il envoie les balles exactement là où tu vises. Un piston, c'est une masse supplémentaire qui frappe le canon au moment du tir, perturbe ses vibrations naturelles et fait dévier la trajectoire. C'était la règle. Personne ne la contestait sérieusement. Les ingénieurs de la Fabrique nationale d'armes de guerre, implantée à Herstal, près de Liège, ont décidé de l'ignorer. Ils ont construit un fusil de précision à piston, avec un canon martelé à froid et un alésage chromé. Des technologies que l'on trouvait sur les mitrailleuses et les fusils d'assaut militaires, pas sur les armes de précision. Et le résultat a laissé sans voix tous ceux qui ont tiré dessus. 5 balles, dans un cercle de 1,5 à 2 cm à 100 mètres de distance, soit environ 0,7 à 0,8 minutes d'angle. Pour une arme à piston, ce n'est pas seulement bon, c'est le niveau que n'atteignent pas toujours des fusils de compétition haut de gamme à prélèvement direct de gaz, vendus 2 fois plus cher. Cette précision a un prix, et tous ceux qui ont tiré des milliers de cartouches avec cette plateforme le disent sans détour. Le groupe culasse est lourd, les ressorts de rappel sont relativement faibles, et le retour en position avant se fait avec une force considérable. Pendant les premières années d'utilisation opérationnelle, cette caractéristique a causé des dégâts sérieux sur les optiques montées dessus. Les viseurs perdaient leur zéro après quelques centaines de coups. Les dispositifs laser voyaient leurs circuits internes se désolidariser. Les supports de montage se fissuraient. Les tireurs plaisantaient, pas vraiment pour rire, en disant que ce fusil ne frappait pas seulement la cible, il frappait aussi tout ce qu'on avait eu le malheur de fixer dessus. Mais ce groupe culasse massif offre en échange exactement ce pourquoi il a été conçu. La course courte du piston empêche les gaz brûlants de pénétrer dans le mécanisme. La boîte de culasse reste propre, même après plusieurs centaines de coups. La culasse lourde écrase tout débris qui se retrouverait dans le logement de la cartouche. Les soldats qui ont utilisé cette plateforme dans la poussière afghane, dans la savane africaine, dans la boue des tranchées d'Europe orientale, racontent tous la même chose. Le fusil continue de tirer, là où les semi-automatiques de précision à prélèvement direct de gaz exigent déjà un nettoyage complet. Un instructeur la décrit crûment et avec précision. Elle ne craint ni le sable, ni l'eau, ni le gel. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est une optique bon marché. La cartouche utilisée joue un rôle central dans cette histoire. Au départ, la version de précision a été chambrée pour le classique 7,62 mm par 51, la cartouche de fusil standard de l'OTAN. Puis est arrivée la version en 6,5 mm Creedmoor, et c'est là que le fusil a vraiment révélé tout son potentiel. Le recul a chuté d'environ un tiers. Le comportement de la balle sur les longues distances s'est amélioré de façon radicale. Une balle d'environ 9 grammes conserve la vitesse supersonique plus longtemps, dérive moins dans le vent et arrive à longue portée avec plus d'énergie qu'une balle plus lourde et plus large de l'ancien calibre. Sur la ligne de tir, l'effet est concret. Après le coup de feu, le tireur perd à peine la cible dans le champ de son viseur et peut observer la trace aérienne de sa propre balle, ce léger frémissement dans l'air à partir duquel un tireur expérimenté corrige son tir instantanément. Les distances de travail réelles sont impressionnantes. 300 et 500 mètres, exercice d'école, balle dans la silhouette poitrine dès le premier coup. 680 mètres, portée opérationnelle sérieuse, où le vent doit être calculé avec précision. Surtout dans un couloir montagneux,
où les flux d'air sont imprévisibles. 820 mètres. Tir maîtrisé, avec 2 ou 3 impacts consécutifs pour un binôme entraîné. 1000 mètres. Travail exigeant, qui nécessite un observateur et un calcul précis de la hausse, mais avec des résultats stables. Et enfin, le seuil d'environ 1280 mètres, là où la balle franchit la barrière du son et devient capricieuse. À cette distance, le fusil travaille à la limite de ses capacités, mais il place encore des balles sur la silhouette d'un homme. Pas au premier coup à chaque fois, et seulement par vent calme. La géographie de l'utilisation s'est révélée bien plus large que ses concepteurs ne l'avaient imaginé. Le fusil est entré dans les forces d'opération spéciales des États-Unis sous le nom de Mark 20 SSR. Les lettres SSR signifiant Sniper Support Rifle, soit fusil de tireur d'élite de soutien. Il a été acheté par des unités spéciales européennes, des tireurs d'élite de la police, des groupes antiterroristes. Il a travaillé dans les montagnes d'Afghanistan, dans les zones urbaines d'Irak, dans des opérations contre des groupes armés en Afrique. Et ces dernières années, il est apparu de façon récurrente dans les combats en Europe orientale, apprécié précisément pour sa robustesse et sa capacité à fonctionner pendant des jours sans entretien. Le paradoxe central de cette construction reste entier. La plateforme, qui est devenue l'une des plus reconnaissables de l'ère moderne, a remporté le principal appel d'offres américain. Et l'acheteur l'a ensuite abandonné, a annulé le contrat et n'a conservé qu'une fraction de la commande initiale. Un cas où une arme échoue administrativement et conquiert simultanément les meilleures unités de la planète est, dans l'histoire de l'armement, véritablement unique. Comprendre ce fusil, c'est le démonter mentalement depuis la bouche du canon, parce que c'est précisément là que les ingénieurs belges ont corrigé l'une des erreurs les plus irritantes de leur propre conception initiale. Sur les premiers modèles de la plateforme, la bouche du canon était équipée d'un épaulement biseauté qui rendait presque impossible l'installation de tout accessoire autre que le frein de bouche d'origine. Il fallait un adaptateur, et sur une arme de précision, tout adaptateur supplémentaire est une pièce qui finit tôt ou tard par se desserrer et déplacer le point d'impact. Sur la version de précision, cet épaulement a été supprimé au profit d'un appui droit à 90 degrés, conforme aux standards du secteur. Désormais, presque n'importe quel dispositif de bouche s'installe sur le filetage. Compensateur, cache-flamme, adaptateur pour silencieux. Et ce qui compte vraiment, remplacer le dispositif de bouche ne modifie pas la hausse du fusil. Les tireurs qui retiraient le compensateur d'origine pour monter un adaptateur de silencieux ne constataient aucun déplacement du point moyen d'impact. Le canon mérite un développement à part entière. La logique d'un armurier de précision dicte d'utiliser de l'acier inoxydable, meilleure précision intrinsèque, usinage plus aisé, alésage plus régulier. Les Belges ont opté pour un canon martelé à froid, avec un alésage chromé, une technologie issue du monde des mitrailleuses et des fusils d'assaut militaires. Le martelage à froid compacte le métal et lui confère une longévité exceptionnelle, tandis que le chrome protège l'alésage contre l'érosion et la corrosion. La contrepartie théorique est une légère perte de précision potentielle. Mais le commanditaire était militaire, et le militaire veut une arme capable d'encaisser des milliers de cartouches dans la boue sans réclamer un nouveau canon après la première sortie intensive. Ce qui s'est produit a surpris les ingénieurs eux-mêmes. Le canon martelé à froid, chromé et à profil lourd, a livré une précision que n'importe quel tireur sportif s'arracherait. Le profil lourd, épais sur toute la longueur sans amincissement vers la bouche, chauffe lentement et conserve sa forme longtemps. Une série de 10 coups rapides ne disperse pas les balles sur la cible. La longueur du canon est de 20 pouces, soit environ 51 cm, avec un pas de rayure d'un tour en 12 pouces. La queue de canon dans la boîte de culasse a été allongée et renforcée. Ce n'est pas une question d'esthétique. Plus le logement est long, plus l'ensemble est rigide, et moins le canon bouge d'un coup à l'autre. Pourtant, le canon se démonte seul, sans outillage particulier. 2 vis transversales dévissées
et le canon s'extrait vers l'avant. L'opération prend quelques minutes, sans nécessité de tour d'armurier, et ce qui est particulièrement précieux, après la pose d'un nouveau canon, il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le jeu entre la culasse et la chambre. C'est pourquoi ce fusil mérite vraiment le qualificatif de modulaire. Un canon usé se remplace en autonomie, et rien n'empêche d'installer un canon raccourci ou chambré pour une autre cartouche. Le système à gaz fonctionne selon le principe de la course courte du piston. Une quantité de gaz propulseur passe par un orifice dans la paroi du canon, entre dans la chambre à gaz, pousse le piston sur quelques millimètres vers l'arrière. Ce piston frappe alors un poussoir qui accélère le porte-culasse. Là s'arrête le travail du piston. Le porte-culasse continue sur sa lancée, déverrouille la culasse, éjecte l'étui, arme le percuteur. Les gaz chauds restent à l'extérieur, au niveau du canon, sans introduire de carbone à l'intérieur du mécanisme. Le régulateur de gaz de la version de précision a été entièrement refondu. Sur la plateforme de combat d'origine, 2 positions existaient, normale et renforcée, pour tirer dans des conditions difficiles lorsque le mécanisme est encrassé. Le problème est que le silencieux augmente la pression dans le système, et le fusil équipé d'un réducteur de son recevait en mode normal une énergie excessive, tandis qu'en mode renforcé, il se comportait comme un marteau-piqueur. Pour la version de précision, conçue dès le départ pour fonctionner en permanence avec un silencieux, la solution a été différente. Position à 12 heures pour le mode normal, position à 10 heures pour le mode réduit, avec une alimentation en gaz diminuée. La subtilité est que ce mode est calibré pour les silencieux classiques à chicane. Les silencieux modernes à flux traversant, où une partie des gaz est évacuée vers l'avant, génèrent moins de contre-pression, et le fusil en mode réduit fonctionne alors légèrement en sous-puissance, avec environ 1 incident pour 100 coups. La solution est simple. Avec un silencieux à flux traversant, le régulateur reste en position normale, et tout fonctionne sans accroc. La boîte de culasse supérieure est fraisée dans un profilé aluminium pressé d'un seul tenant, non assemblé à partir de pièces embouties, non soudé, mais découpé dans un bloc unique. La partie inférieure est en polymère, les deux étant assemblés par 2 goupilles transversales. Pour la version de précision, la partie supérieure a été allongée vers l'avant, de sorte que le rail de montage des optiques est désormais continu et ininterrompu de la crosse jusqu'au bloc de gaz. Auparavant, les utilisateurs devaient acheter des rails prolongés de fabricants tiers pour avancer un viseur nocturne ou un thermique. Ici, tout est réalisé en usine, avec une rigidité remarquable. Les thermiques, les intensificateurs de lumière, les dispositifs laser se montent et se démontent plusieurs fois sans perdre leur zéro. La poignée d'armement est désormais non réciprocante. Elle ne se déplace plus avec le porte-culasse lors du tir. Sur la version de combat, elle bougeait au coup par coup, ce qui représentait une gêne réelle. Le tireur qui posait maladroitement le pouce au mauvais endroit recevait un choc douloureux. Les militaires exigeaient autrefois cette poignée mobile pour pouvoir chambrer manuellement en cas de fermeture incomplète. Pour la version de précision, cette exigence a été abandonnée, rendant la manipulation nettement plus agréable. La détente, installée sur ce modèle, est une pièce à part entière. Sur la plupart des fusils semi-automatiques de précision, elle reste le point faible, lourde et grossière. Ici, un mécanisme à 2 phases conçu par un fabricant américain reconnu a été développé spécifiquement pour cette plateforme. En double phase, un court débattement libre précède un appui net, puis un départ propre avec une résistance totale d'environ 1 kg 500 g à 2 kg. Ce mécanisme ne nécessite aucun réglage et est conçu pour une exploitation en conditions de terrain sévères. La crosse est unanimement saluée. Réglage de l'appui-joue en hauteur d'un seul geste du levier. Réglage de la longueur également à la volée. Et un petit rail en dessous pour fixer un appui arrière ou un sac de tir. Le poids total du fusil prêt au combat, avec optique, dépasse les 5 kg.
et personne ne prétendra jamais que c'est une arme légère. Pour comprendre d'où vient ce fusil, il faut remonter à une petite ville industrielle des bords de Meuse, à quelques kilomètres au nord-est de Liège, Herstal. L'armurerie y est un métier ancestral, transmis de père en fils, depuis l'époque où l'on chargeait encore les canons à la baguette. C'est dans ce terreau que naît, en 1889, la Fabrique nationale d'armes de guerre. La raison de sa création est d'une simplicité redoutable. L'armée belge vient de commander 150 000 fusils système Moser et aucun atelier de la région ne peut absorber un tel volume seul. Les artisans locaux se regroupent en un consortium unique, et en quelques années, ce consortium devient l'une des maisons d'armement les plus influentes de la planète. Le tournant décisif arrive en 1897, et il tient presque du hasard. Le directeur commercial de la fabrique belge, Art O. Berg, parcourt l'Amérique à la recherche de constructions intéressantes. Il tombe sur les prototypes d'un inventeur encore inconnu du grand public, originaire de l'Utah, John Moses Browning. Berg ramène à Herstal un pistolet semi-automatique de démonstration, chambré pour le 7,65 mm. Les Belges l'emmènent sur le terrain d'essai, et le pistolet enchaîne 500 cartouches sans la moindre enrayure. Pour l'époque, c'est un résultat proprement inouï. Les pistolets semi-automatiques de 1897 s'enrayaient toutes les quelques cartouches, et passaient pour des curiosités capricieuses, réservées aux amateurs fortunés. Le 17 juillet, le contrat est signé. Le pistolet entre en fabrication sous le nom de modèle 1899. Puis, après une refonte et un raccourcissement du canon, l'armée belge l'adopte officiellement comme modèle 1900. Avant sa mise hors production, on en fabrique près de 725 000 exemplaires. Un chiffre qui fait entrer dans la légende à la fois le concepteur et la fabrique. Viennent ensuite les fusils de chasse semi-automatiques, les carabines, les mitrailleuses, et enfin le pistolet à grande capacité dont Browning ne verra jamais l'aboutissement, puisqu'il meurt directement dans les ateliers de la fabrique en 1926. C'est l'armurier belge Dieudonné Sève, qui avait débuté comme assistant de Browning lui-même, qui mène la construction à son terme. Ce même Sève crée ensuite le fusil semi-automatique que le monde entier connaît sous le nom de FNFAL, fusil automatique léger. Adopté par environ 90 pays, il est surnommé, au plus fort de la guerre froide, le bras droit du monde libre. Pour les soldats français, ce nom n'est pas abstrait. Le FAL équipe l'armée française à partir du début des années 1960, et c'est avec lui que des régiments entiers servent en Algérie jusqu'en 1962. Les chasseurs alpins l'utilisent dans les djebels, les parachutistes le portent lors des opérations de maintien de l'ordre, et la Légion étrangère en fait son fusil de référence pendant une décennie entière. À cela s'ajoute la mitrailleuse polyvalente FN Mag, connue des Américains sous l'indice M240, et la mitrailleuse légère FN Minimi, référencée M249 dans les forces américaines. Deux armes qui, encore aujourd'hui, équipent des dizaines d'armées à travers le monde. Autrement dit, au début des années 2000, les Belges arment déjà la moitié de l'Occident. Mais ils n'ont pas encore de fusil dans les mains des forces spéciales américaines. L'occasion se présente en octobre 2003, lorsque le commandement des forces d'opération spéciales des États-Unis, le SOCOM, lance un appel d'offres pour une nouvelle famille d'armes légères. Entre les mains des opérateurs, c'est un véritable patchwork, différentes variantes du fusil M4, une version raccourcie pour les combats en espace confiné, un fusil de précision spécial, l'ancien semi-automatique M14, un système de tireurs d'élite dérivé de la construction Stoner. Chaque système a sa propre ergonomie, ses propres chargeurs, sa propre logistique. Les forces spéciales veulent une seule plateforme où tout est commun, où le canon se change en quelques minutes par le soldat lui-même, sans armurier et sans établi. Les exigences sont sévères. L'arme doit exister en deux calibres, le 5,56 mm intermédiaire et le 7,62 mm par 51. Les canons doivent être interchangeables, en plusieurs longueurs, du court pour l'assaut jusqu'au long pour le tir de précision. La fiabilité doit dépasser celle des systèmes en service, le poids doit diminuer, et des rails pour l'optique et les accessoires
doivent couvrir toutes les faces. Les concurrents sont sérieux. La firme allemande Heckler & Koch présente ses développements issus de variantes à piston de la carabine américaine. La société Robinson Armament soumet une carabine modulaire sous l'indice XCR, spécialement dessinée pour cet appel d'offres. Colt, la firme LMT et la société Sabre Défense présentent également leurs propositions. Avec le prétendant de Robinson, il se produit une histoire presque anecdotique. La carabine est intelligemment construite et aurait pu prétendre sérieusement à la victoire. Mais la firme ne parvient pas à livrer à temps les adaptateurs à blanc nécessaires par le règlement des essais. Cette formalité se transforme en disqualification et l'arme est retirée du concours sans avoir tiré un seul coup utile. Les Belges l'emportent. La décision est annoncée en novembre 2004, à l'issue d'un contrat de type livraison indéfinie et quantité indéfinie, dont la valeur potentielle se chiffre en centaines de millions de dollars. La construction s'avère la plus honnêtement modulaire. Les deux versions, légère et lourde, partagent les mêmes organes de commande, les mêmes crosses, la même logique de démontage, avec une communauté de pièces atteignant 90%. La version légère reçoit la désignation militaire Mark 16, la lourde Mark 17. Et c'est depuis cette plateforme reconnue que naîtra, quelques années plus tard, la version qui nous occupe, non pas par décision administrative, mais par nécessité absolue venue du terrain. Le programme d'essai s'est déroulé selon le scénario le plus impitoyable qu'on puisse imaginer pour une arme nouvelle. Les prototypes sont malmenés sur les terrains d'entraînement de Caroline du Nord et sur la base navale de Crane, dans l'Indiana. Immersion en bain de boue, ensablement à la poussière fine, aspersion d'eau salée, congélation, tir en longue série jusqu'au canon incandescent. Un point particulier du protocole concerne les canons interchangeables. Le soldat doit démonter le canon, en monter un autre, régler la hausse et obtenir des impacts sans déplacement du point moyen d'impact. La construction belge passe cet examen et dès 2007, les premières livraisons partent vers les unités engagées en Afghanistan et en Irak. Ce qui s'ensuit est tenu pour l'un des revirements les plus retentissants de l'histoire récente de l'armement américain. En 2010, le commandement des forces d'opération spéciales annonce qu'il renonce à la version légère chambrée pour la cartouche intermédiaire. La raison avancée est cinglante pour les Belges, mais honnête, la nouvelle carabine ne tire pas mieux que les M4 déjà en service, coûte plus cher, exige une logistique séparée et une formation du personnel. Les essais ont démontré un gain de fiabilité, mais dans les mains réelles des opérateurs, la différence ne justifie pas le remplacement de tout le parc. La commande de plusieurs dizaines de milliers d'unités est annulée, et une partie des fusils déjà livrés est transférée à des alliés et à des unités partenaires. Les observateurs écrivent alors que les Belges ont remporté l'appel d'offres et perdu la bataille du budget. La version lourde sous cartouche de fusil reste en service. Et avec elle, la version de précision, parce qu'ici, la différence avec les concurrents n'est pas cosmétique. Le 28 octobre 2010, l'autorité compétente donne son feu vert à la production en série de la version tireur d'élite. En mai 2011, elle entre dans les unités. Les premières à en être dotées appartiennent aux forces d'opération spéciales de la marine et de l'armée de l'air américaine. C'est précisément là que cette arme s'est imposée avec le plus de constance. Elle est destinée à remplacer deux systèmes de précision vieillissants qui équipaient encore les forces d'opération spéciales. Les premiers mois d'utilisation opérationnelle font apparaître le problème que connaît aujourd'hui tout propriétaire de cette plateforme. Le porte-culasse lourd, en revenant en position avant, génère un choc que les optiques du milieu des années 2000 ne supportent tout simplement pas. Les rapports arrivent des unités, les viseurs perdent leur zéro après une centaine de coups. Les dispositifs laser voient leur circuit interne se désolidariser. Les supports de montage se fissurent. Un rapport décrit le cas d'un groupe de tireurs d'élite qui perd 2 viseurs consécutifs lors d'une seule sortie. Et la perte de l'optique dans cette situation signifie l'annulation pure et simple de la mission. Les ingénieurs de Herstal reconnaissent le problème et le traitent partiellement,
par un ajustement des ressorts et des tampons amortisseurs. Mais il est impossible d'effacer entièrement ce caractère propre à la construction. Le commanditaire résout la question autrement. Des dispositifs laser spéciaux portant un marquage naval sont développés spécifiquement pour cette plateforme. Leur électronique interne est noyée dans un composé d'enrobage qui empêche les circuits de bouger à chaque coup. Seuls ces dispositifs renforcés survivent au choc du porte-culasse sans dommage. Leur coût est nettement supérieur à celui des modèles standards. Mais il n'y a pas d'alternative. Soit on monte une électronique renforcée, soit l'optique devient inconsommable. Le baptême du feu de la version de précision a lieu dans les montagnes afghanes, entre les mains des opérateurs des forces spéciales et des tireurs d'élite des unités Ranger. Les conditions y sont extrêmes. Altitude supérieure à 2000 mètres, air raréfié qui fait voler la balle plus loin qu'au niveau de la mer et exige de recalculer toutes les corrections. Écart de température brutaux entre la nuit et le jour. Poussière fine qui colmate n'importe quel mécanisme en quelques heures. C'est précisément dans ces conditions que le piston à course courte prouve sa valeur. Les tireurs notent que le fusil enchaîne toute la sortie sans la moindre enrayure, tandis que les systèmes voisins à prélèvement direct de gaz doivent être nettoyés directement sur la position. Viennent ensuite les opérations en Afrique. Les unités engagées contre des groupes armés en Somalie et dans les pays du Sahel reçoivent la même plateforme. Et là, à la poussière, s'ajoute l'humidité, l'air salin du littoral et l'absence totale de maintenance correcte lors des déploiements prolongés. L'alésage chromé du canon, critiqué au départ pour une prétendue perte de précision, se révèle dans ces conditions une véritable bouée de sauvetage. La corrosion ne l'entame pas. Des armuriers de terrain racontent que des fusils arrivent avec plusieurs milliers de cartouches au compteur, couverts de sel et de poussière, mais avec un alésage intact et un tir toujours juste. Le principal rival sur le marché des forces spéciales est le système américain M110 de la société Knights Armament, un fusil semi-automatique de précision à prélèvement direct de gaz, adopté par l'armée des États-Unis en 2008. Il tire plus serré, autour d'une demi-minute d'angle contre 7 à 8 dixièmes pour la version belge, et son prix est comparable. Du côté allemand, le G28 de Heckler & Koch pousse ses pions. Ce fusil deviendra plus tard la base du nouveau système américain pour le tireur de groupe de combat. Et les Allemands y ont intégré le même principe du piston pour lequel les Belges avaient essuyé les critiques au départ. Ce partage du terrain entre deux écoles opposées structure encore aujourd'hui les choix d'acquisition des unités d'élite à travers le monde. Le legs le plus durable de ce fusil ne figure dans aucun registre d'acquisition. Il réside dans le fait qu'il a brisé une conviction profondément ancrée dans l'armurerie occidentale de précision. Avant lui, le dogme était simple et unanimement partagé. Piston et précision ne cohabitent pas. La plateforme belge a démontré le contraire, de façon si convaincante que le système à piston dans les armes de précision a cessé d'être une curiosité douteuse pour devenir une option pleinement légitime. Les firmes allemandes, américaines et scandinaves, qui avaient raillé ce choix constructif, ont, une à une, intégré des pistons dans leur propre développement au cours de la décennie suivante. Ce renversement de doctrine, dans un milieu aussi conservateur que celui de l'armurerie de précision, tient de la révolution silencieuse. Le deuxième bouleversement que cette plateforme a contribué à accélérer concerne la cartouche. Le 6,5 mm Creedmoor a été mis au point en 2007 par les ingénieurs de la société américaine Hornady, conçu au départ comme munition de compétition pour le tir longue distance. Les militaires l'ont observé longtemps avant d'agir. Les essais en unité se déroulent à l'automne 2017, et en 2018, le commandement des forces d'opération spéciales annonce officiellement l'acquisition du fusil de précision dans ce nouveau calibre. La logique est imparable. L'étui s'inscrit dans les mêmes dimensions que la cartouche de fusil classique, ce qui signifie que les mêmes chargeurs et la même boîte de culasse conviennent, et que le passage d'un calibre à l'autre exige seulement un changement de canon.
Le recul est inférieur d'un tiers, la trajectoire nettement plus tendue, et le tireur dispose du temps nécessaire pour lire la trace aérienne de sa balle afin de corriger immédiatement. Les conséquences se propagent en cascade. Le commandement des forces d'opération spéciales lance un programme désigné par les lettres M, R, G, G pour fusil à gaz de moyenne portée. Les candidatures sont déposées en 2023 et presque tous les prétendants travaillent sous ce calibre, avec des canons d'environ 37 cm de longueur. Le calcul est direct. Un canon court, sous 6,5 mm Creedmoor, donne une balistique sensiblement équivalente à un long canon sous 7,62 mm par 51. L'arme devient plus compacte, plus maniable en zone urbaine et dans un véhicule, sans céder grand-chose en portée effective. Beaucoup de propriétaires de la plateforme belge raccourcissent aujourd'hui leur canon de 20 pouces précisément à cette longueur, obtenant la même portée utile avec une arme bien plus maniable sous silencieux. La vie civile du modèle est singulière. La version commercialisée aux particuliers ne diffère de la version militaire que sur des détails de marquage. Les deux sont semi-automatiques, aucune ne dispose du tir automatique. L'acheteur civil obtient en pratique le même fusil que celui en dotation dans les forces d'opération spéciales. Le prix se situe autour de 4 500 $, ce qui élimine d'emblée les acheteurs occasionnels. En contrepartie, il se constitue un cercle d'utilisateurs fidèles, qui apprécient précisément son caractère. Et parmi les tireurs pratiquants, il acquiert la réputation d'une arme que l'on peut sortir de la boîte et utiliser immédiatement, sans investissement supplémentaire, dans un nouveau canon, une nouvelle détente ou une nouvelle crosse, ce que réclament nombre de ses concurrents dans cette gamme de prix. En 2025, la production des exemplaires civils est arrêtée. Les prix sur le marché de l'occasion montent immédiatement, et ce qui était hier une arme onéreuse pour passionnés devient en quelques mois un objet de collection recherché, dont la cote continue de progresser à mesure que les stocks disponibles s'amenuisent. Il faut mentionner une dernière ironie, connue de tous les propriétaires de la plateforme. Le fabricant avertit officiellement que l'installation d'un silencieux annule la garantie, et ceci sur un fusil dont le régulateur de gaz possède une position dédiée spécifiquement à l'utilisation avec un silencieux. Rares sont les armes qui assument aussi franchement la contradiction entre leur conception et leur documentation commerciale. Le chapitre final de cette histoire se joue en montagne, à environ 900 mètres d'altitude. La cible est posée à 1280 mètres, à la limite absolue des capacités de la cartouche, là où la balle franchit la barrière du son et commence à se comporter de façon imprévisible. Ce jour-là, le vent traverse le couloir par rafales latérales, changeant de direction toutes les quelques secondes. Le tireur est installé sur bipied, le fût posé sur sa propre main, sans sac de tir, avec une correction de presque 12 clics en hauteur. Les premiers coups tombent bas et à droite. La balle dérive en perdant sa stabilité aux confins du supersonique. Le tireur corrige, coup après coup, en lisant la trace dans l'air, ce léger tremblement que seul un œil entraîné sait interpréter. Puis la cible métallique répond, avec ce son caractéristique que les tireurs reconnaissent entre tous, un claquement sec, qui met près de 6 secondes à revenir à la position. La balle a volé plus de 2 secondes. Le son du choc a mis près de 4 secondes supplémentaires pour parcourir le chemin inverse. Un fusil conçu comme un compromis entre fiabilité et précision vient de placer une balle là où la plupart de ses rivaux plus précis sur cible fixe n'auraient jamais eu l'occasion de tirer, simplement parce qu'ils n'auraient pas survécu à cette même journée en montagne. C'est sur cette image que l'Arsenal de l'Histoire vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Si cette histoire vous a passionné, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo à quelqu'un qui mérite de la découvrir. Chaque semaine, une nouvelle arme, une nouvelle époque, une nouvelle vérité sur ceux qui ont changé le cours de l'histoire.